Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente, je suis Christian Yo, rédacteur en chef du groupe Nice Matin. Et c'est à moi que revient cet honneur de modérer cette première table ronde de vos assises. Alors, on va parler de culture et d'Europe, et tout cela par le prisme de la coopération et des relations transfrontalières. Nous sommes à Nice, Nice à la Bella, Magali Altounian l'a dit, une ville cosmopolite, une ville qui fut italienne, qui est aujourd'hui française et fière de l'être, mais qui est fière aussi de ses origines italiennes, ce qui montre bien aussi les liens très forts qui nous unissent au sein de l'Europe, entre voisins de frontières. Alors, avant que de vous présenter nos invités, quelques chiffres quand même qui marquent le point de départ de nos débats. Les territoires transfrontaliers représentent, le saviez-vous, 40% du territoire européen, 150 millions d'habitants, dont 2 millions de travailleurs transfrontaliers. Ça montre le poids de ces zones géographiques. Ces espaces transfrontaliers sont-ils suffisamment pris en compte par les autorités européennes? C'est une question qu'on peut se poser. Peuvent-ils être des facteurs de croissance, de développement économique, d'amélioration de la qualité de la vie de nos concitoyens? La culture dans tout cela peut-elle être un vecteur de la diplomatie européenne transfrontalière? Ces territoires qui sont très importants, notamment chez nous, entre la France et l'Italie, on l'a déjà évoqué, eh bien, ils demandent tous plus ou moins à être davantage entendus, soutenus et pris en considération. Ce n'est pas toujours suffisamment le cas, afin que leur potentiel soit pris en compte, et notamment dans les plans de relance nationaux et européens, où ils considèrent parfois figurer encore insuffisamment. Pour débattre de ce qui existe et qui fonctionne déjà très bien sur nos frontières européennes, mais aussi de ce qu'il reste à faire et en quoi la culture peut-elle être un vecteur de développement, pourquoi pas même un modèle dans les relations transfrontalières, j'ai le plaisir d'inviter donc aujourd'hui nos 3 invités qui sont tous de grands spécialistes de la question européenne, mais aussi des frontières et même de la culture. Laurence Navalesi, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes secrétaire générale de la mission opérationnelle transfrontalière, la fameuse MOT, vous allez nous en parler longuement, j'imagine, tout à l'heure. Vous êtes aussi conseillère municipale de Nice et métropolitaine, déléguée aux relations transfrontalières. Merci d'être avec nous. Sandro Gozzi, on vous connaît bien, vous êtes un fidèle de nos manifestations européennes niçoises. Vous êtes député européen et alors vous êtes l'incarnation même de l'Europe, italien, élu sur une liste française aux dernières élections européennes. Vous êtes secrétaire général du Parti démocrate européen, vous êtes membre de très nombreuses commissions. Alors, je vais vous les donner quand même parce que ça montre aussi l'implication de M. Gozzi et son rôle extrêmement transversal dans les dossiers européens. Vous êtes membre de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Vous êtes membre de la Commission des affaires constitutionnelles, membre suppléant de la Commission du développement régional, mais aussi membre de la Commission spéciale sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques. Je sais qu'on en a besoin de l'Union européenne, et y compris sur la désinformation. Dire ça à un journaliste, c'est presque une insulte. J'espère que je ne vous désinformerai pas aujourd'hui. Merci en tout cas d'être avec nous. Et Alessandri, bonjour. Merci monsieur le maire de Pieve di Tecco. Alors je ne parle pas italien, je suis désolé, en Ligurie. Vous êtes aussi et surtout aujourd'hui avec nous parce que vous êtes le président du parc naturel des Alpes liguriennes. Merci beaucoup, on va pouvoir parler concrètement aussi des relations de voisinage entre nos 2 pays. Alors avant que de débattre ensemble et de répondre à vos questions, les questions de l'assistance, on va essayer de garder un petit quart d'heure en fin de débat pour vous donner la parole. Un petit tour de table, mesdames et messieurs, pour que chacun d'entre vous puissiez nous donner un petit peu votre vision de l'Europe, des frontières, de la culture, mais surtout votre implication personnelle dans ce dossier dont nous allons ensuite débattre plus de l'intérieur, on va dire, avec des questions plus précises. Madame Navalesi, expliquez-nous pourquoi l'Europe, ça vous importe tant. Quel est votre rôle dans les missions que vous avez, à la mode bien sûr, mais aussi au Conseil métropolitain et niçois dans ce domaine transfrontalier et dans le domaine de la culture aussi, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Bienvenue à vous tous. Merci beaucoup Odile de cette invitation et bonjour bien sûr aux jeunes qui sont là actuellement. Eh bien, figurez-vous que je suis donc d'origine italienne et que notre maire Christian Estrosi a tenu à avoir une représentante de l'Italie en mairie et en métropole. Donc, ça fait ma 2e mandature avec lui. Et mon rôle, ça a été de développer justement les relations entre la ville de Nice et la métropole et avec le transfrontalier, c'est-à-dire le Piémont et la Ligurie.
Et bon, ben j'ai pris ça à bras le corps parce que c'était passionnant, bien sûr. Et petit à petit, donc j'ai développé les rapports avec les maires proches, dont bien sûr Alessandro de Pieve di Teco, mais de Cuneo, de Vintimille, de San Remo, de Imperia et bien d'autres, bien sûr Gênes et Turin. D'abord à tous les niveaux, Et puis, petit à petit, effectivement, dans la culture, sans oublier bien sûr au niveau de la métropole les projets européens qui sont très importants puisque projets européens transfrontaliers, nous en avons gagné 26 dans la première série, c'est-à-dire 2014-2020. Et ensuite là, nous sommes en train de les terminer parce qu'il y a eu le retard avec le Covid. Et là maintenant, nous sommes en train de bientôt commencer. Le 2022, 2021, 2027. Voilà. Dans tous les domaines, dans tous les domaines. Ça peut être la santé, ça peut être la sécurité, ça peut être le transport, bien sûr, la mobilité, et bien sûr les bons rapports. Même dans la cuisine, parce que c'est une forme de culture. Mais la cuisine, c'est une forme de culture, absolument. Voilà, c'est quand même une forme de... Et puis les produits de terroir, et on a toujours eu de très très bons rapports entre transfrontaliers. Vraiment, je ne peux que me féliciter de tous ces bons rapports, et nous allons, je l'espère, continuer. Alors, on va reparler de tout ça concrètement un peu plus tard avec vous, et notamment aussi de la candidature de votre ville au label Ville européenne de la culture. Monsieur Gozzi, vous êtes député européen. Quand on est député européen, quelle parole on peut porter au Parlement sur les frontières et la culture? Tout d'abord, merci. Merci au mouvement européen. Merci Yves, merci Odile, merci Magali et merci Laurence de m'avoir donné la possibilité de revenir avec un grand plaisir à Nice, où je me sens chez moi pour plusieurs raisons. La cuisine peut-être française, qui a été italienne, dans laquelle je crois que Garibaldi avait été élu après son élection avait été annulée au Parlement français. Donc non, je suis vraiment très heureux d'être à nouveau ici. Je me sens chez moi. Pour moi, culture et frontières, l'Europe est avant tout retrouver une culture commune et dépasser les frontières. Donc c'est retrouver et dépasser. C'est retrouver parce que s'il y a quelque chose qui a toujours été européen, je sais que ça donne lieu à débat. Mais moi je crois qu'il y a une civilisation européenne, qu'on a une civilisation commune. C'est un débat entre philosophes, mais moi j'estime qu'on a un socle commun qu'on est en train de retrouver. Après, la construction nationale et la furie nationaliste. Et je ne veux pas, évidemment, mettre ensemble les deux. Mais d'un côté, les constructions nationales du 19e siècle, de l'autre côté, la furie nationaliste du 20e siècle nous a fait oublier qu'on est notamment européen parce que nous avons une civilisation, une culture commune. Et on a réussi dans une entreprise incroyable, paradoxale, de renationaliser des grands moments de vie collective européenne, culturelle, qui étaient dès le départ, même pas conçus comme européens, mais naturellement vécus comme européens. Moi, je donne toujours cet exemple. Quand vous parlez de Renaissance, je ne parle pas de la liste qui m'a élu, non, de la Renaissance. Quand vous parlez de la Renaissance, quand on parle de la Renaissance en France, on pense avant tout François Ier. Et on pense que la Renaissance soit un grand moment de rayonnement de la France dans le reste de l'Europe. Si vous vous déplacez un peu plus au sud, un peu plus à l'est, vous trouvez les mots Renaissance et Rinascimento, vous trouvez Florence, vous trouvez Lorenzo de Medici, et je vous assure que vu de Florence, il n'y a pas de François Ier, la Renaissance et le Rinascimento italien, et le reste nous a suivis. Si vous allez en Espagne, vous avez Cervantes et tout ce qui est autour de ces moments des grandes littératures espagnoles. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'on a été des fous à vouloir nationaliser un mouvement culturel, civilisationnel, qui était naturellement européen. Parce que si vous aviez posé la question à Léonard de Vinci, toi, tu es italien ou français? Et vous avez regardé, de quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous donc? Parler aujourd'hui, et je suis très content que le mouvement européen
est mis comme thème de cette université d'automne, Europe Culture, ce n'est pas construire quelque chose de nouveau, c'est se retrouver et nous retrouver en tant qu'Européens. Pour moi, les frontières à l'intérieur de l'Union européenne sont des cicatrices d'un passé que je ne veux pas voir revenir. Ne signifie rien. À l'intérieur de l'Union européenne, pour moi, les frontières ne signifient plus rien, sauf des espaces d'organisation de certains aspects de la vie collective. Donc, je veux bien que la métropole niçoise s'organise dans la métropole, que la région PACA s'organise dans la région, que la République française s'organise dans l'espace de la République française, mais donner de l'importance politique à ce qui devrait être une cicatrice du passé, du moment où on doit construire, on doit réaliser les objectifs communs, c'est là aussi une autre contradiction. Frontière, et je termine par là, l'étymologie latine des frontières, c'est aller au front. Ça évoque des images de guerre, d'affrontement. Frontière, c'est s'affronter. Et c'est ce que nous avons fait depuis les discours de Robert Schuman, que le président des Jeunes européens a justement évoqué, c'est justement de nous retrouver. C'est ça la grande révolution européenne qu'on ne doit pas oublier, et que les mouvements européens ne doivent pas oublier. Qu'on a transformé la notion de frontière. Frontière, ce n'est plus aller au front. Frontière, c'est se rencontrer. Et nous devons donc donner corps avec cette nouvelle notion de frontière que nous avons inventée après 2 guerres civiles qui ont été les 2 guerres mondiales. Aujourd'hui, frontière, ce n'est plus aller au front, c'est se retrouver. Alors, on doit éliminer tous les obstacles qui nous empêchent de nous retrouver dans ces lieux nouveaux de coopération commune. On verra comment il faut, ce qu'il faut pour y arriver. Oui, et on verra si en effet on n'a pas beaucoup reculé depuis Cervantes et les autres. Monsieur Alessandro Alessandri, je l'ai dit, vous êtes président du Parc naturel des Alpes liguriennes. Expliquez-nous un petit peu en quoi consiste cette présidence, en quoi consistent les motivations et la mobilisation que vous avez au sein de votre parc. Alors je crois que vous comprenez très bien le français. Vous voulez parler un peu moins, mais je crois qu'on a une traduction. C'est ça? Alors allons-y. Oui. Buongiorno a tutti. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation et merci au mouvement français qui m'a invité et merci à Madame Navalesi avec laquelle on a une très grande coopération. Noi abbiamo iniziato come il nostro ente. Ho iniziato a lavorare alla cooperazione come sindaco, no? Come sindaco di Pieve di Teco. J'ai commencé la coopération comme maire de Pieve di Teco dans la programmation 2014-2020 et puis ensuite je suis devenu président du Parc naturel des Alpes liguriennes et j'ai continué la coopération. Quando ho iniziato questo percorso dal basso, perché ho iniziato a cercare di capire come si poteva fare a lavorare insieme e quindi a intensificare questo lavoro oltre confine, oltre la frontiera, perché avevo avuto una difficoltà au début, j'ai commencé ce parcours, mais j'avais des difficultés à trouver les partenaires italiens et aussi les partenaires français. Mais j'ai fait beaucoup de réunions en France et à Nice et alors j'ai eu la possibilité de pouvoir condivider les projets communs. Quindi è proprio la cultura che devo ringraziare e che mi ha permesso di iniziare e continuare a costruire questa cooperazione trasfrontaliera. Nel nostro caso in particolare la cultura si riferiva alle antiche vie del sale, cioè quei percorsi che dai res della Francia partivano lungo le coste. Je dois remercier la culture, en particulier les anciennes routes du sel qui m'ont permis de construire cette coopération et m'ont permis de faire cette coopération avec les partenaires français et italiens.
Oui, ça, la route du sel, c'est un exemple concret de coopération et de partenariat transfrontalier. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Un petit mot pour conclure cette première intervention, ou on revient ensuite aux questions. Questo, diciamo, mi ha fatto scoprire un mondo bellissimo che è quello mi ha fatto anche scoprire delle persone, perché poi la cooperazione sono sì i progetti, il lavoro, le frontiere, abbattere le frontiere, Ça m'a ma sono permis soprattutto de le découvrir persone. un Quindi monde ho conosciuto tantissime très beau, persone, abbiamo conosciuto surtout découvrir persone des e abbiamo personnes. iniziato On a dei fait percorsi ensemble anche di des amicizia, parcours dei percorsi d'amitié, di des vita che parcours effettivamente de vie, hanno et il vero ça, c'est la senso della chose cooperazione la plus importante. transfrontaliera. Merci beaucoup, Monsieur Alessandri. On revient à vous tout à l'heure. C'est effectivement un bel exemple très concret de coopération. Alors, Monsieur Gozzi, vous l'avez dit, il ne faut plus de frontières dans l'Europe, ou en tout cas, parlons de culture sans frontières, mais malheureusement, on est obligé aussi de parler d'un cadre légal pour faire avancer les choses. Dans le cadre du cadre légal, le traité du Quirinal, puisqu'on est quasiment entre Français et Italiens aujourd'hui uniquement, est fondamental. Pouvez-vous nous en parler un peu plus dans le détail? Il a été signé en novembre de l'année dernière. Il est fondamental parce qu'il fait avancer de nombreux projets qui étaient peut-être en stand-by et qui va peut-être permettre d'ailleurs d'en découvrir d'autres à venir. Oui, bon, tout d'abord, j'espère que ça va se mettre en œuvre pleinement. Oui, alors on pourra. J'ai une question sous-jacente à ce sujet après. Mais je vois pas pourquoi on devrait pas. J'y tiens beaucoup. C'est un projet que j'ai vu naître, que j'ai suivi dès le départ. Il avait été annoncé lors du sommet franco-italien et des Lyon les 28, je me souviens, les jours après les discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron. Donc je crois que on était là le 28 septembre 2017. Et j'avais commencé à travailler sur ces projets qui, en fait, c'est un autre contexte et géopolitique et historique, mais pour faire comprendre un peu à un public français, que en plus vous êtes bien avisé, c'est un peu l'équivalent du traité de l'Élysée d'Aix-la-Chapelle. C'est un traité qui organise une coopération spéciale et structurée entre la France et l'Italie. Pour la France, dans l'histoire de la République française, vous avez un précédent qui est celui du traité avec l'Allemagne, et c'est tout. Vous n'avez pas d'autres traités qui organisent de façon structurelle. J'ai expliqué à l'Assemblée nationale parce qu'ils disaient oui, mais on a tellement de traités d'amitié et de coopération, ça n'a rien à voir. Et pour l'Italie, en quoi il est plus important alors? Et pour l'Italie, c'est la première fois depuis que la République italienne existe qu'elle s'engage de façon aussi intense. Pourquoi? Parce que tout d'abord, elle organise une action commune dans les contextes avant tout européens. C'est un traité éminemment européen. Donc, à la question qu'on peut poser, mais pourquoi on a besoin de traités bilatéraux du moment où on est membre de l'Union européenne? Parce qu'on doit pouvoir organiser une relation spéciale entre des pays qui partagent des intérêts et des visions de l'Europe, avant tout pour faire avancer des projets d'intérêt commun. Je vous donne quelques exemples. L'idée d'un service civique européen, c'est une idée qui est partagée entre France et Italie. C'est une idée pendant la présidence italienne de l'Union européenne 2014, j'étais ministre à l'époque, et pendant la présidence française, on a essayé de faire aboutir. L'idée de créer un service civique franco-italien, qui est une idée du traité du Quirinal, ça vous donne l'exemple de l'intensité des projets communs, parce qu'elle structure du point de vue politique et administratif, parce qu'il prévoit la participation des ministres français au Conseil des ministres italiens et vice-versa, parce qu'elle organise des comités et des lieux de rencontres réguliers entre diplomates et hauts fonctionnaires des deux côtés des Alpes. Et donc, ça aide à mieux se comprendre, à mieux connaître les intérêts et les inquiétudes, les préoccupations de l'autre, et ça aide énormément à éviter les malentendus. Parce que, ce que je disais tout le temps, en plus, j'ai vu aussi la relation franco-allemande du point de vue du gouvernement français dans ma expérience à Matignon. Ce n'est pas que les Français et les Allemands sont d'accord sur tout dès le départ. C'est qu'ils ont un mécanisme qui permet de régler les différends et les divergences en amont. C'est qu'on n'avait pas entre Italiens et Français. Et maintenant, on pourra l'avoir avec les traités du Quirinal. Donc, ça aussi, c'est un très bon mécanisme pour mieux se comprendre. Et vous savez, entre Français et Italiens, on croit bien se connaître
et on se connaît de façon très, très superficielle. Est-ce que ce traité peut lever des barrières administratives? Est-ce que ça va jusque-là? Oui, il peut, et d'ailleurs c'est un des intérêts étroitement liés au thème d'aujourd'hui, parce qu'on prévoit la création d'un comité de coopération territoriale, dans lequel en plus les différents échelons politiques et administratifs devaient être représentés, et qui est là conçu pour aider énormément à la coopération transfrontalière, et du point de vue de l'identification de nouveaux projets communs, et du point de vue de la nécessité de régler un peu la symétrie dans la distribution des compétences, parce qu'il y a des choses que les régions italiennes peuvent faire et que les régions françaises ne peuvent pas faire, parce que c'est compétence de l'État. Il y a des choses que la métropole de Nice peut faire et que la commune italienne ne peut pas faire. Donc d'avoir un comité de coopération territoriale qui identifie les intérêts communs, qui identifie les projets politiques, les projets de développement communs, et qui rassemble tous les acteurs aux différents niveaux, c'est un facteur de simplification, de fluidité potentielle et donc d'efficacité accrue de la coopération transfrontalière formidable. Et donc c'est une des réponses très concrètes à pas mal d'obstacles qu'on a rencontrés dans les années dans la coopération entre Italie et France, même de ces côtés-là de la France. Alessandri, en quoi est-ce que le traité du Quirinal, par exemple, concrètement, peut vous aider dans les projets de développement que vous avez de votre parc national? Noi speriamo moltissimo che questo nuovo trattato riesca ad agevolare, perché diceva bene l'onorevole Gozzi, ci sono delle cose che noi riusciamo a fare e delle cose che non riescono a fare i francesi e viceversa. Nous espérons que les nouveaux traités peut-être peut nous aider pour certaines mesures, en particulier pour l'environnement, pour la conservation et pour le climat. In questo momento, credo anche in Francia, ma noi in Italia siamo vittime di una crisi idrica spaventosa, difficilissima, e quindi per riuscire anche en ce moment, nous sommes victimes d'une crise hydrique très forte et il faut étudier et il faut faire des études avec le partenaire et avec tous pour trouver une solution. Et si on regarde notre territoire, on peut dire qu'il est d'un côté de l'Europe. Mais si nous regardons toute la zone transfrontalière, alors nous sommes au cœur de l'Europe et il faut bâtir une stratégie pour le bien-être de toutes les personnes. Laurence Navalesi, le traité du Quirinal, est-ce qu'il peut vous aider, vous, dans vos missions transfrontalières, à faire évoluer les choses? On reparlera après de la candidature de Nice à la capitale européenne de la culture, mais je crois qu'elle sera elle aussi en partie transfrontalière. Est-ce que par exemple ce traité vous permet d'aller plus loin? Alors, je rebondis un peu sur le traité du Quirinal, parce que je propose un peu à vous tous de le lire. C'est pas très long, et tout particulièrement l'article 10, mais c'est un très long article qui traite sur les relations transfrontalières, justement, et en disant que, ce que disait Monsieur Gozzi, il n'y a pas de frontières. Il ne faut pas qu'il y ait des frontières, puisque nous avons à développer ce qu'on appelle un bassin de vie. Le territoire transfrontalier ne doit plus exister. C'est un bassin de vie où vous avez des Italiens, vous avez des Niçois, des Français, mais également des Monégasques, hein, parce que nous sommes frontaliers avec l'Italie, mais aussi avec la principauté de Monaco. Donc, cet article 10 nous dit qu'il faut aider les gens à mieux vivre leur travail, mais donc à les aider non seulement dans la mobilité, dans les transports, mais également peut-être dans des choses plus graves comme il y a eu le Covid, où malheureusement on n'était pas très très ensemble, mais à la fin on a réussi quand même un tout petit peu à coopérer.
J'ai l'impression que dans cet article 10, l'objectif, c'est qu'en fin de compte, les gens du transfrontalier, c'est une équipe. Il n'y a pas français, italien, monégasque. On est tous ensemble. Et l'idéal serait, bien sûr, d'avoir un jour des lois transfrontalières particulières. Alors justement, on parle beaucoup de l'ECBM, alors j'aime pas les anachronismes, mais qui vise à faciliter les échanges entre les régions transfrontalières avec la possibilité pour une autorité locale d'adopter la législation. Vous venez d'en parler de l'autre. Où en est-on, Monsieur Gozzi, de cette ECBM? Dur, l'ECBM. Tout d'abord, permettez-moi de répondre à un aspect que Laurence et les maires Alessandri ont évoqué, parce que ça nous fait comprendre pourquoi la coopération transfrontalière peut transformer la vie d'un tiers de la population européenne, parce qu'on parle de 150 millions d'Européens qui vivent dans des régions transfrontalières. Si vous regardez Ventimille de Rome, c'est le point plus extrême à la frontière à l'ouest. Si vous regardez Menton de Paris, c'est un endroit très sympathique, très difficile à y arriver de Paris, je vous l'assure. D'ailleurs, les étudiants de Sciences Po de Menton ont du mal, et les enseignants aussi. Si vous regardez Menton et Ventimille, la Ligurie et Nice, et la métropole de Nice, du point de vue du lieu, vous retrouvez une nouvelle centralité. Vous retrouvez une centralité culturelle, économique, maritime. Donc vous voyez comment le fait de dépasser les obstacles qu'il y a à la coopération, à une coopération accrue entre régions qui se trouvent de deux côtés de la frontière est fondamental. Alors, ces mécanismes de coopération transfrontalière visent à ça. C'est un outil qu'on devrait mettre à la disposition des régions. Du moment où des régions voudraient développer des projets dans la santé, dans l'économie circulaire, dans les transports publics, dans les transports maritimes, dans la culture, et à cause des différences dans la législation, différences administratives, différents dans la distribution des compétences entre les acteurs d'un côté et de l'autre de la frontière, on est bloqué. Et donc, c'est un mécanisme, c'est une boîte à outils que la Commission avait déjà proposée en 2018, à la disposition, pas obligatoire, mais à la disposition des régions qui voudraient aller un peu plus loin dans la coopération transfrontalière, mais qui rencontrent d'obstacles pour des lois, pour des actes administratifs, etc. Malheureusement, les dossiers, le Parlement européen l'a adopté, il est bloqué au Conseil. Il est bloqué au Conseil depuis plusieurs années. Moi, je suis rapporteur du Parlement européen et j'ai fait de ça une de mes priorités dans mon mandat. Je sais que la bataille c'est difficile, mais on a relancé, on a adopté une résolution au Parlement européen. Maintenant, je veux adopter une résolution législative, à savoir, je veux adopter une résolution dans laquelle on dit qu'est-ce qu'on est prêt à modifier pour rencontrer un peu, aller à l'encontre des préoccupations principales du Conseil, mais c'est fondamental et c'est une véritable contradiction. Mais qui bloque et qu'est-ce qui bloque? Une bonne partie des États membres du Conseil bloquent. C'est une initiative qui a été soutenue notamment par la France et le Luxembourg, bloquée notamment par les pays nordiques, parce qu'ils disent, mais nous avons les conseils nordiques et ça marche très bien. Oui, très bien, ok, mais ce n'est pas une bonne raison d'empêcher les restes de l'Europe d'avoir... Non, mais vous savez, l'Europe est difficile aussi pour ça. Hein. Après, bloqué par l'Espagne, qui devrait être le premier pays à avoir intérêt parce qu'ils ont peur d'un rôle trop important des communautés autonomes dans la relation toujours difficile entre Madrid et les communautés autonomes. Mais je suis convaincu qu'on doit avancer et qu'on doit convaincre les conseils européens, les conseils des ministres, à relancer les négociations parce qu'ils ont carrément interrompu les négociations. Par contre, toutes les études de la Commission européenne ont démontré que les 50% des obstacles qu'aujourd'hui les régions rencontrent dans leur coopération transfrontalière pourraient être résolus
par ces mécanismes et que même si seulement 20% des obstacles à la coopération étaient résolus, ça entraînerait une augmentation du 2% du PIB européen. 2% plus de richesses à laquelle on renonce pour une attitude myope ou égoïste dans quelque chose qui est de bon sens et qu'on a vu, ça sera mon dernier point, qu'on a vu pendant la crise du Covid. Parce que pendant la crise du Covid, on a vu combien c'est important d'avoir de la coopération dans le domaine de la santé, dans le domaine des transports publics, et combien c'est difficile à cause des obstacles qui ne devraient pas exister dans une Union européenne, dans un marché unique et dans des régions qui font partie du même territoire. Pensez, il y a 400, je crois que c'est 350 000 les transfrontalières en France. Hein. Il y a 350 000 Français, même 400 000. 400 000 Français qui chaque jour dépassent une frontière, traversent une frontière pour aller travailler. Et peut-être qu'il y a des communes luxembourgeoises qui voudraient créer des crèches pour ces Français qui vont à Luxembourg travailler. Et peut-être que la commune de résidence des Français voudrait aider la commune luxembourgeoise pour les services des crèches. On ne peut pas les faire. Ça n'est pas possible pour l'instant. On ne peut pas les faire. Et vous voyez l'absurdité. Et donc, c'est une de mes batailles. Mais je vais continuer jusqu'au bout, jusqu'à 2024. Oui, on peut applaudir l'enthousiasme. C'est là où on voit que malgré les bonnes intentions, malheureusement, l'Europe n'avance pas toujours aussi vite qu'on le voudrait. Je reviens 2 secondes sur le traité du Quirinal. J'interroge beaucoup M. Gozzi parce qu'il va nous quitter avant la fin de notre débat pour prendre un avion. Je vous donnerai la parole, madame, monsieur, évidemment, après. M. Gozzi, le traité du Quirinal, soit, mais quand même, juste un petit point, nouveau gouvernement en Italie, qui, on doit bien l'avouer, inquiète un petit peu le reste de l'Europe. Est-ce que ça peut remettre en question certaines avancées communautaires, transfrontalières? Alors, question piège du journaliste. Là, c'est une question éminemment politique et je répondrai de façon éminemment politique. Personnelle, parce que Giorgia Meloni, la nouvelle d'ici à quelques heures, présidente du Conseil, elle avait même demandé de m'aider choix de la nationalité italienne quand j'étais candidat en France en 2019. Hein. Donc, on parle de ça. Ce n'est pas votre meilleur ami, donc? Bon meilleur ami. Je la connais depuis longtemps. On se tutoie et elle est d'un nationalisme primitif. Ouais. Ça a le mérite d'être clair. Ouais. Alors, sa force jusqu'à maintenant a été sa cohérence, dans le sens qu'elle a été toujours du mauvais côté, mais les gens qui aiment les côtés obscurs, ils disent, mais elle a toujours été du côté obscur. Au moins, elle n'a jamais changé d'avis. Toujours contre l'Europe, toujours anti-française, toujours anti-présidence de la République française actuelle. Donc, il y a une cohérence. Le problème, c'est que aujourd'hui, sa cohérence, ça devient son principal ennemi du moment où elle est au gouvernement. Parce que sa cohérence est contraire aux intérêts de l'Italie. L'Italie a intérêt à travers la France. L'Italie a intérêt à jouer un rôle central au niveau européen. Et donc, moi, j'espère que Meloni devient totalement incohérente. Parce que si elle devient totalement incohérente, comme elle est la seule à avoir voté contre le traité du Quirinal, elle va devenir une fan du traité du Quirinal et va accélérer sa mise en œuvre. Donc voilà, j'espère. Prions et misons pour l'incohérence de Giorgia Meloni, président du Conseil. Merci beaucoup. Monsieur Alessandri, vous vivez de l'autre côté de la frontière, donc en territoire italien. Est-ce que l'accession de Giorgia Meloni vous inquiète? Alors je ne vous demande pas forcément une réaction politique, on ne vous demande pas pour qui vous avez voté aux dernières élections en Italie, mais quand même, est-ce que quelque part, ça va fondamentalement changer les choses? Et quel est le ressenti des Italiens très pro-européens? Sono d'accordo su una cosa e credo che l'incoerenza les politiciens et M. Gozzi, alors nous sommes simplement des administrateurs et je suis d'accord sur l'incohérence et l'incohérence est la même de 5 Stelle et la même de cet gouvernement et parce que l'Europe est notre maison et il faut faire des régions plus grandes pour construire l'Europe. Perché l'Europa viva e gli stati nazionali devono fare un piccolo passo indietro, credo, no? E in questo momento di grande difficoltà economica, sociale,
umana, perché abbiamo una guerra che ci Pourquoi l'Europe puisse vivre, les États doivent arrêter. Et dans un moment difficile comme le moment actuel, avec une guerre, avec des difficultés sociales, économiques, il faut être tous unis et tous ensemble. Merci, Monsieur Gozzi. On va vous libérer. Juste une dernière question. Alors, on parle plus politique, encore que. Est-ce que la culture, au final, peut être le meilleur vecteur diplomatique de l'évolution européenne? Parce que l'économie, parce que l'industrie, parce que la défense sont souvent source de conflits, y compris au sein même de l'Europe. Est-ce que la culture peut dépasser les frontières, finalement? Après, je vous lâche. Oui, oui, tout d'abord pour la raison dont j'ai parlé dans mes propos introductifs, dans le sens que travailler, dire, faire culture européenne, c'est nous retrouver nos origines, retrouver nos racines, retrouver ce que nous avons fait pour des siècles ensemble. Et donc, de ce point de vue, ça a parfaitement du sens du point de vue historique, du point de vue humain. Oui, parce que la culture, c'est une réponse aussi aux grands besoins de sécurité et d'influence. De sécurité, quand nous étions au gouvernement, après ce qui s'est passé au Bataclan, on est allé, gouvernement italien, on est allé à la Sorbonne avec des représentants des gouvernements français de l'époque, et on avait fait une proposition. Et la proposition, c'était que à l'avenir, on devait progressivement, pour chaque euro qu'on dépensait pour la sécurité au sens dur du terme, on aurait dû dépenser 1 euro pour la culture. Parce que la seule façon d'assurer véritablement nos sécurités, c'est de travailler sur la culture et sur l'éducation. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle, bien sûr, ça a du sens et c'est nécessaire de faire plus ensemble en tant qu'Européens dans le domaine de la culture. Et à l'époque, on avait inventé les passes culture, des bonus qui après a été importé en France et maintenant a été importé en Espagne. Les passes culture est produit du Bataclan. Et on l'a donné comme réponse à la haine terrible contre notre jeunesse qu'on a vue au Bataclan. Et évidemment, en étant dans le gouvernement qui l'a inventé, je suis très fier que le gouvernement français l'ait repris et que maintenant le gouvernement espagnol l'a repris. On doit aller vers un pass culture européen, de donner la possibilité aux gens français d'utiliser leur pass culture aussi en Italie et vice-versa. Ça a du sens aussi, pas seulement pour la sécurité, mais aussi pour l'influence. Parce que s'il y a quelque chose dans lequel nous sommes une superpuissance en tant qu'Européens, c'est la culture. Et nous devons travailler beaucoup plus sur une diplomatie européenne de la culture pour accroître notre rayonnement et notre influence dans le monde et pour promouvoir avec plus d'efficacité ce qui sont nos valeurs communes. Moi, je ne crois pas qu'on puisse diviser le monde entre les jardins européens et la jungle au dehors de l'Europe, comme ça lui arrive souvent de façon maladroite. Et Joseph Borrell vient de dire il y a quelques jours, mais d'utiliser la culture pour proposer nos valeurs et notre façon de vivre ensemble, je crois que c'est quelque chose, c'est un grand outil que nous devons développer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Monsieur Gozzi. Bon retour. Et à très bientôt à Nice. On sait que vous êtes un fidèle de notre belle ville. Madame Navalesi, alors encore un peu des mots bizarres, mais il faut que vous nous expliquiez ce que c'est que la MOT, dont vous êtes la secrétaire générale, la mission opérationnelle transfrontalière, parce qu'elle a un rôle fondamental dans cette coopération transfrontalière. Voilà, la mission donc opérationnelle transfrontalière dans laquelle donc je suis secrétaire du bureau, c'est un ensemble donc de représentants du gouvernement, bien sûr de présidents de régions, de présidents de métropole, de maires, de toute la France. C'est-à-dire que nous nous réunissons pour présenter les problèmes des régions des uns et des autres ou des territoires des uns et des autres en essayant de proposer des solutions et de faire en sorte que toutes les frontières de la France puissent à un certain moment recevoir des réponses communes, parce que on s'est bien rendu compte que beaucoup de frontières ont quand même pas mal de problèmes communs
Là, j'étais au début d'octobre, j'étais à Bayonne pour l'Assemblée générale. On était reçus à Bayonne, à San Sébastien, si vous connaissez un peu, donc le Pays Basque. Et donc, vous voyez que on s'est rendu compte que quand même, on a les mêmes problèmes et on essaye de trouver des solutions. La MOT également propose des formations pour mieux comprendre comment réagir au niveau de la coopération transfrontalière. Et d'ailleurs, Alessandro, il fait partie, effectivement, est adhérent de la MOT parce que on est adhérent aussi bien en France, mais de l'autre côté, puisqu'il y a des adhérents suisses, espagnols, italiens, bien sûr, et allemands, et tout le pourtour de l'Europe est représenté. Et comme disait Monsieur Gozzi tout à l'heure, Alessandre, c'est une richesse de rencontrer les autres, de voir un peu qu'ils ont peut-être les mêmes problèmes. Ils peuvent nous aider en nous donnant un échange d'expérience, en fait, c'est ça. Voilà, et c'est ça, en fin de compte. Mais il y a vraiment des points communs entre les dossiers que vous pouvez manager entre la France et l'Italie et les dossiers que vous rapportent vos homologues du Nord-Pas-de-Calais des Hauts-de-France avec la Belgique ou le Grand Est avec l'Allemagne. Bien sûr, ou le Pays Basque, comme vous l'avez dit, avec l'Occitanie. Il y a vraiment des points communs. Les problèmes de la mobilité, on a les problèmes de la sécurité, les problèmes de la santé. On retombe toujours dans les mêmes problèmes et chacun essaie de trouver une solution et nous donne des idées. Est-ce que sur le point de vue de la culture, vous pouvez avoir des projets en commun, inter-région, je dirais? Oui. Alors, que je vous explique très vite. Au niveau donc de la mairie de la métropole de Nice, alors nous faisons au niveau de la mairie. Deux niveaux d'intervention. Parlons de la ville et après de la métropole. Nous faisons des projets avec les mairies des transfrontaliers, les maires du transfrontalier. Voilà. Par exemple, nous avons eu donc ça, ce sont des projets européens. Nous avons, par exemple, j'ai fait venir à Cuneo le chœur de l'Opéra de Nice, par exemple. J'ai été invitée à la Villa Nobel de San Remo chaque année. Pour vous donner un exemple, au niveau de la métropole, ce sont les projets européens dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous voulez dire que les financements européens, ils ne retombent que sur l'échelon métropolitain, pas sur l'échelon communal, c'est ça? Oui, mais c'est un peu mélangé également, parce que si vous voulez, au niveau des projets européens, ça inclut non seulement les mairies, mais également les régions, mais également les départements, mais c'est beaucoup plus vaste. Et on peut appeler cela des macro-régions, et ça permet, et ça les personnes ne le savent pas suffisamment, parce que ces projets européens qui sont acceptés par Bruxelles nous permettent ainsi d'améliorer la vie de nos concitoyens. Et ils nous aident financièrement. Comme par exemple, on vous a parlé, Alessandre, de la route du sel. Eh bien, ça partait donc de Nice, Ventimille, vallée de la Roya, vallée de la Vésubie, la vallée également où se trouve Pieve-di-Teco. C'était pour développer non seulement le tourisme, mais également de faire connaître les produits du terroir de chacun et ainsi de créer des emplois sur place. Il y a une part de tourisme, une part de patrimoine et une part d'économie dans tout ça. Parce que j'allais donc vous le dire, parce que si on parle de patrimoine, nous avons, il faut pas oublier que le comté de Nice, c'est pas seulement Nice, c'est Menton, c'est également au-delà de Ventimille, le comté de Nice. Et donc, vous devez le savoir, nous avons en commun déjà l'art baroque. Et il existe déjà une route de l'art baroque, non seulement chez nous, mais également sur le transfrontalier, particulièrement au Piémont, mais également aussi en Ligurie. Nous avons justement, on va peut-être parler tout à l'heure de Nice. Oui, j'allais vous interroger là-dessus parce que ensuite mais je voulais vous signaler que à partir de 19h, il va y avoir ce qu'on appelle le projet Hackathon. Et le projet Hackathon, c'est tout ce week-end, ce sont des jeunes étudiants d'écoles de communication
qui vont se pencher sur la bibliothèque de demain. Comment développer, du point de vue informatique et autres, la bibliothèque de demain, mais en transfrontalier, en coopération transfrontalière. Et là, ils vont plancher pendant ces 2 jours et on aura ainsi de beaux résultats. Est-ce que l'exemple de Nice, candidate à être capitale européenne de la culture, est un bon exemple de coopération transfrontalière? Je crois que dans votre projet, vous avez associé nos amis italiens. Tout à fait. Dans quelle mesure, et est-ce que c'est un plus pour candidater par rapport à d'autres villes françaises? Puisque il faut qu'on vous explique, mais madame le fera mieux que moi, que là on en est au stade de la pré-candidature. Oui. Et vous avez, je crois, 7 ou 8 autres villes françaises face à vous, c'est bien ça? Beaucoup plus. Beaucoup plus? Bon, alors allez-y. On a beaucoup plus de villes qui essayent d'être justement capitale de la culture et on souhaite l'être en 2028. Alors, on a trouvé donc que l'originalité, c'est de faire une capitale de la culture transfrontalière. Ce qui fait que nous avons déjà, on n'est qu'au début, c'est un premier pas. Et nous avons ainsi demandé l'accord de certaines villes qui nous l'ont bien sûr donné, c'est-à-dire Cuneo, c'est-à-dire donc Sanremo, c'est-à-dire Imperia, c'est-à-dire Ventimiglia. Et je pense que c'est un plus et je croise les doigts parce que on aimerait bien qu'à Nice et après on va passer. Est-ce que le parc national ligurien est concerné par cette candidature? Alors bien sûr, mais pour le moment on n'en est qu'au début. Donc, on a demandé à certaines villes proches, et si nous passons le premier stade, si on nous dit bon, allez, vous avez passé le premier concours, si je puis dire, alors là, on va agrandir et ça va être vers Turin, ça va être vers Gênes et ça va être vers les parcs. Qu'est-ce que vous pourriez apporter, vous, Monsieur Alessandri, à cette candidature? Un village. La mia piccola città è una piccola città molto genovese, su un confine tra il Regno Sabaudo, cioè Torino, la capitale, et Genova. Mon village est très petit et nous sommes très génois parce que nous sommes une sorte de frontière entre les royaumes Sabaud et Gênes. Una piccolissima città molto barocca, che potrà dare il contributo importante a Nizza, città della cultura. Ma petite ville europea. È une petite ville très baroque et qui peut donner une importante contribution à la ville de Nice. Et on peut apporter une sorte de renaissance concernant la culture. Alors, question un peu naïve, la journaliste naïve, pourquoi est-ce que ne pas avoir fait une candidature commune franco-italienne, je ne sais pas, entre Gênes et Nice, par exemple? Il fallait forcément que ce soit la France et que la France dans un premier temps? Parce que déjà. Est-ce qu'on veut dépasser les frontières? Pourquoi ne le fait-on pas sur ce genre d'organisation? Parce qu'il y a déjà culturelle. Beaucoup de villes italiennes qui sont déjà capitales, qui ont déjà été capitales européennes. Je crois que cette année, c'est Bergamo, je crois. Hein, Alessandro, c'est Matera. Donc, il y en a beaucoup. Et on a plutôt pensé, Padova, exactement, et on a plutôt pensé transfrontalier. D'accord. Donc ça part d'un point, mais on élargit et on associe les voisins. C'est plutôt comme ça que vous le concevez. C'est tout à fait ça. Quand est-ce qu'on a la réponse définitive sur l'acceptation de cette candidature? Ah là là. Bon, la première réponse, ce sera dans quelques mois. Dans quelques mois, on aura donc, on espère avoir passé la première étape. Je crois qu'il y a un écrémage et qu'ensuite vous restez à 3 villes, c'est ça, et un vote final, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, ben on croise les doigts pour vous. On parlait de ce qui va bien, on parle de ce qui va bien en Europe, et heureusement les choses bougent, mais il faut aussi parler de ce qui parfois marche un peu moins bien. Quels sont les freins que vous sentez tous les deux encore existants dans vos soucis de développement, vos envies de développement européen et notamment transfrontalier? Qu'est-ce qui pèse le plus aujourd'hui au niveau de l'Europe et qui ne va pas pour vos dossiers? Alors, première chose, la langue. Parce que les Italiens encore savent parler ou comprennent le français, mais dans nos écoles, malheureusement, nos petits Niçois
prennent l'espagnol plutôt que l'italien, parce que bon, c'est vrai que l'espagnol est parlé dans plusieurs pays du monde, que l'italien est parlé en Italie, et puis sûrement il y a des grands-parents italiens d'origine italienne qui peuvent parler avec les petits, et ça c'est un problème. Ça, c'est un problème. Et ensuite, on n'a pas les mêmes administrations. C'est-à-dire que nous sommes beaucoup plus administratifs en France. On respecte certaines dates, certaines choses, alors que les Italiens, je critique pas, mais les Italiens savent toujours s'arranger, ils retombent sur leurs pieds, je ne sais pas trop comment ils font, mais bon, et ils y arrivent plus facilement que nous, quoi. Vous voulez répondre à ça? Era sempre stata. Ma tu sei un po' italiana, eh? Oui, c'est vrai que je suis d'origine italienne, donc je comprends quand même la mentalité des Italiens. Okay. Ça m'aide. Les collectivités territoriales dans cette gouvernance transfrontalière, elles sont importantes, elles ont un rôle à jouer. Vous êtes aidé par, alors on devait avoir Laurence Foresti qui était conseiller régional, qui nous a parlé tout à l'heure. Vous représentez la métropole, vous représentez la ville. On a beaucoup de strates administratives en France, de collectivités territoriales différentes. Est-ce qu'avant de parler de transfrontalier, il ne faut pas d'abord s'entendre en soi? Est-ce que vous arrivez à vous entendre tous ensemble? Alors oui. Je réponds oui parce que j'ai la chance. D'ailleurs, il devait y avoir ma collègue de la région, Laurence Boetti-Forestier, mais elle s'est excusée parce qu'elle a le Covid. Donc, je l'ai remplacée au pied levé. Et vous le faites très bien, chère madame. Ouais, merci. Et donc, on s'entend très bien parce qu'elle s'occupe du transfrontalier à la région sud. Donc, chaque fois que l'une est invitée, l'autre vient aussi. Donc, on se soutient. D'ailleurs, elle fait partie aussi elle est vice-présidente de la Motte, elle également. Donc, j'ai cette chance-là. Mais c'est pas sûr qu'ailleurs, ça puisse être la même chose. En Italie, Monsieur Alessandri, quand vous avez, vous, envie, en tant que maire d'un joli village ou président d'un parc national, de développer une idée culturelle ou autre, transfrontalière, est-ce que vous devez passer par d'autres centres de décision ou vous pouvez agir seul? Le decisioni sono sempre procedimenti molto complessi. Les décisions sont un processus très, très compliqué. Et il est clair qu'il faut dépasser plusieurs étapes. Oui, donc c'est le même problème qu'en France, visiblement. Parce qu'ils sont plus malins, c'est pour ça. Hein? Alors, on a beaucoup parlé de culture, je voudrais aussi qu'on parle quand même d'environnement. D'ailleurs, l'un va souvent avec l'autre aussi, hein, ils ne sont pas incompatibles, et notamment à travers le parc national que vous présidez. Vous êtes très précautionneux du développement durable et de l'environnement. Est-ce que ça aussi, c'est un sujet très important entre nos frontières et vous pouvez vous appuyer en ce qui vous concerne sur le parc national du Mercantour pour avoir des projets communs pour la biodiversité, la protection des espèces, etc. De la faune, de la flore. Tout ça, c'est du patrimoine, donc c'est aussi de la culture. Comme je l'avais déjà dit, la conservation, c'est le bout le plus important pour notre parc. Et nous avons déjà une coopération très forte avec le parc du Mercantour et pour protéger l'environnement. Un premier exemple de coopération est le fait que cette année, le parc naturel ligurien a obtenu la charte européenne du tourisme durable et qui est une attribution que le parc du Mercantour et le parc des Alpes-Maritimes a déjà obtenu. Ainsi, tous les trois parcs ont la même méthode de travail pour un tourisme durable et pour les différents thèmes des touristes. Est-ce que vous avez déjà souvent travaillé ensemble, par exemple, pour la réintroduction d'espèces entre les deux parcs nationaux voisins? Allora, noi siamo un parco, devo dire, molto giovane, che ha pochi anni e
abbiamo alcune specie, stiamo lavorando rispetto al Mercantour e alle Alpi Marittime che sono già tanti anni, ma noi abbiamo due specie, che una è Notre parc est un parc très jeune et il y a peu des ans qu'il est bâti et en particulier il a deux espèces d'animaux, les Geppetto, un oiseau qui mange les animaux morts, et les loups qui va suivre une colonisation sia il parco del Mercantour della Francia che vede territoire. Dans ce contexte de bouleversement climatique qui nous occupe et nous préoccupe tous, est-ce que vous pensez qu'on va avoir des problèmes de ressources? Enfin, la réponse est dans la question. Mais comment pouvoir les sublimer, les surpasser de manière transfrontalière? Est-ce que là, il y a des pistes de réflexion que vous pouvez avoir? Et deuxième question qui vous est plus spécifiquement adressée, dans vos projets de développement culturel ou autres transfrontaliers, est-ce que cette problématique climatique est souvent prise en compte et devient aujourd'hui un frein? Je ne sais pas lequel des deux veut commencer. Non, ce n'est pas un frein. On a les mêmes problématiques, on a les mêmes soucis. Donc on essaye de trouver ensemble des solutions. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est de nature à revoir à la baisse certains de vos projets? Est-ce que le risque est là? Pour l'instant. Non. De votre côté, Non. sur les parcs, il n'y a pas de problématique non plus? La gestion des ressources, vous en parlez avec le Mercantour, les ressources en eau, les ressources? C'est par là delle risorse, se parliamo con... Non ho capito risorse. Quelles ressources? Il demande Les ressources en eau, notamment. in acqua, per esempio. Noi abbiamo fatto insieme ai tre parchi un grosso lavoro transfrontaliero proprio sul progetto sul clima e quindi sulle risorse anche idriche, monitorando i ghiacciai, i vari ghiacciai. Noi non ne abbiamo, ma il Piemonte e la parte del Mercantour hanno ancora dei ghiacciai. C'è un grande confronto anche con gli altri parchi naturali. L'altro giorno eravamo a Torino che parlavamo col Gran Paradiso, cioè un grande parco, e anche loro vedono questa grande diminuzione. E il problema però è talmente ampio. Nous avons fait un gros travail avec les partenaires sur les projets climat sur l'eau. Et les problèmes, c'est un problème de tout l'arc alpin qui va de la Valle d'Aosta jusqu'à Nice. Et avec le projet climat, on a fait un travail sur les ressources de l'eau et est en train de continuer ce travail-là. Est-ce que vous permettez que je rajoute, par exemple, la tempête Alex? Oui. Bon, la tempête Alex nous a touchés aussi bien du côté de la France que du côté italien. Du côté italien, ma collègue de la région qui habite près de Tende vous aurait raconté que dès les premières heures, les premiers jours où il y a eu cette tempête dans la vallée de la Roya, ce sont les premiers arrivés comme secours, c'était les Italiens qui venaient de l'autre côté grâce au train. Parce que, vous le savez peut-être, au départ, on parlait de diminuer ou d'arrêter le train qui allait entre Nice, Ventimille, passant par la Roya pour aller à Limone et puis à Cuneo. Et en fin de compte, dans cette tempête, on s'est rendu compte que heureusement, il y avait le train qui a permis donc de transporter les vivres, de transporter les personnes, ce qui fait que maintenant, il y a un gros projet entre l'Italie et la France, les régions, bien sûr, région, État, pour reprendre, remoderniser, pour que cette voie ferroviaire soit beaucoup plus compétitive. Là, il y a une vraie coopération et une vraie entente. Et le tunnel de Tende, c'est une autre histoire. Oui. C'est un peu le serpent de mer, c'est sûr. Je n'en parlerai pas. Mais la voie ferrée, oui, ce serait vraiment un poumon pour tout le monde. Est-ce que, et on va conclure avec ça avant de donner la parole à l'assistance et puis accueillir Madame Bousquet qui n'était pas là tout à l'heure, qui nous a rejoint, je crois, et qui va nous dire un petit mot.
Est-ce que vous diriez que vous êtes européen convaincu? Ça, j'en suis moi-même convaincu, rien qu'à voir vos réflexions et votre concertation de bonne aloi. Mais est-ce que vous avez suffisamment d'aide qui vient d'en haut? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfaite de la manière dont l'Europe considère les frontières, les relations transfrontalières, pas les frontières? Soyez franche. Bon. Non, mais en fait, parce que il est de coutume, quand on alors, débat sur l'Europe, d'avoir toujours beaucoup de très belles déclarations d'intention. Mais il faut aussi dire les choses. Donc, parce que pour beaucoup de citoyens, de nos concitoyens, l'Europe a mauvaise presse, comme on dit dans notre jargon, notamment à cause de ça. Parce qu'on dit en fait, le pouvoir de décision, il est très loin. Il y a quand même une souveraineté des pays. Finalement, ça ne redescend pas. Alors, je peux vous dire que du côté des projets européens, l'Europe nous aide. Bruxelles nous aide, Bruxelles nous suit, puisque je vous ai dit qu'on a gagné 26 quand même projets transfrontaliers dans tous les niveaux. Oui. C'est plutôt les problèmes de législation et administratifs qui vous handicapent. C'est très lourd, oui. Clairement. Voilà, c'est pour ça qu'il faut cette ECBM dont parlait tout à l'heure M. Gozzi pour remédier à tout ça. Exactement. Vous avez le même point de vue côté italien? I problemi sono gli stessi. I problemi più grandi sono quelli burocratici, legislativi, no? Che ci dividono a volte, che per realizzare la stessa idea ci sono delle possibilità o non possibilità. Se uno può fare una cosa, l'altro non la può fare. Les problèmes sont les mêmes et surtout les problèmes bureaucratiques et législatifs. Et en effet, de notre côté, il y a beaucoup de problèmes de cette façon. Et même si nous avons des idées, il y a des problèmes à les réaliser parce que il y a ces problèmes-là. Par contre, je peux rajouter qu'il y a quand même, heureusement, certaines personnes sur qui on peut compter. Vous avez entendu M. Gozzi tout à l'heure, on a Anne Sanders aussi qui suit, donc d'autres personnes qui nous soutiennent et on va de l'avant, comme par exemple le Centre d'Europe Europe Direct, dont les jeunes sont là, Luigi est là par exemple, donc qui est donc directeur de petit à petit on y arrive. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, je fais un peu de pub au passage, qu'il y a un très bel article sur le Centre Europe Direct dans 10 Matin aujourd'hui. Oui. C'est pas prévu, vous voyez, on s'est pas concerté. Absolument pas. Ce sont des jeunes qui se développent, qui vont parler de l'Europe, dans les écoles, par exemple, qui font des forums. D'ailleurs, le premier forum, ça a été la coopération transfrontalière entre l'Italie et la France. Je m'en souviens très bien de l'année dernière. On est quand même soutenu quelque part. Je peux pas dire que ça soit extraordinaire, mais il y a quand même des organismes, il y a quand même des personnes. Ça se structure de mieux en mieux et ça évolue dans le bon sens. Voilà, vous savez qu'on m'a dit que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Voilà. C'est une belle phrase pour terminer. Ça. Alors, si vous le voulez bien, on va donner la parole à notre auditoire qui a sûrement des choses à vous demander, soit sur des projets que vous menez, soit sur votre magnifique parc, soit sur l'Europe en général. Clive Hall, je suis avec le mouvement européen dans les Yvelines, près de Paris. J'aimerais vous demander ce que vous incluez dans le terme culture. Parce que surtout lorsqu'on veut le diffuser au niveau européen. Première chose qui me frappe vraiment, c'est de regarder nos racines. Et nos racines, c'est par l'histoire. Et c'est d'avoir une histoire européenne. C'est-à-dire que dans les écoles, d'accord, dans toutes les écoles, dans les pays, c'est une histoire nationale qui est enseignée. D'accord ? Il me semble qu'il faudrait vraiment, pour avoir une diffusion de la culture, d'être conscient de nos racines semblables, il faudrait avoir une histoire européenne qui puisse être enseignée dans les écoles. Première chose. Deuxième chose, et puis je vais aller vite, c'est qu'est-ce qu'on peut inclure dans la culture qui puisse être diffusée au niveau européen, qui puisse être développée. Je pense par exemple des valeurs. Et puis troisièmement, je ne peux pas m'empêcher de vous demander ça. En tant qu'Italien, j'étais
bon, je suis ce qui arrive avec la guerre en Ukraine. J'étais, je peux dire, vraiment frappé par les mots de Berlusconi. D'accord? Lorsqu'il disait qu'en quoi ils partageaient avec leur anniversaire. Comment ça peut être possible qu'un pays civilisé, très civilisé comme l'Italie, comment peut être possible que vous acceptiez comme peuple d'avoir de telles paroles et une telle personnalité dans vos équipes majeures en Italie? Merci monsieur, mais vous n'allez pas lui faciliter la tâche. Alors, on va quand même préciser que tout cela n'engage que vous, que tous les Italiens n'ont heureusement pas à cautionner tout ce qu'a dit monsieur Berlusconi. Mais vous avez plusieurs questions. Déjà peut-être sur les valeurs, sur l'histoire commune de l'Europe. On peut commencer par ça. Alors, oui, il me semble... Est-ce qu'il faut l'enseigner? Oui, il me semble que j'étais professeur d'histoire en collège et puis dans les grandes écoles. Et donc, on apprend aux élèves quand même, on n'apprend pas que l'histoire de France, on apprend aussi l'histoire de l'Europe, on apprend aussi l'histoire des autres continents. Donc, les enfants, les élèves sont quand même au courant de ce qui se passe. Bon, c'est succinct, je suis d'accord, mais ils le savent. In Italia i ragazzi imparano in storia anche la storia degli altri paesi, Europa. Vous voyez, il vous répond oui, que même en Italie, Je crois que je vais m'en aller, je vais les laisser parler tous les deux. que même en Italie, les élèves apprennent aussi l'histoire des autres pays européens. Monsieur Alessandri. Bon, maintenant pour Berlusconi, Voilà. je vous laisse la parole. Bon, la demande est complexe et on devrait rester à parler plusieurs heures. Mais seulement une phrase, tutti invecchiamo, anche Berlusconi. Nous vieillissons, même Berlusconi. D'accord, ok, oui. Quitte à devenir presque sénile, c'est ça en fait, hein, on traduit, d'accord. Bien. Monsieur, vous comprenez que c'est un peu compliqué pour notre invité de prendre position publiquement, mais il a eu le mérite de donner une réponse qui répond à un sujet en effet très sérieux. Je ne sous-estime pas du tout l'importance de votre question. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole dans la salle? Je ne m'adresse pas aux intervenants, mais à la personne qui est intervenue tout à l'heure, pour dire que pour moi, je suis italienne, ne partageant pas le choix que les Italiens ont fait, il faut rappeler que quand même c'est un pays démocratique et qui a voté en respectant des lois démocratiques. Donc, qu'on le veuille ou pas, c'est l'expression des Italiens et il faut le respecter, même si on n'est pas d'accord. Oui, bonjour. Le mouvement européen Nord. Moi, je voulais plus témoigner donc suite à cette table ronde particulièrement intéressante, notamment auprès de Madame Navalesi. Donc, nous, je suis assez admirative de ce que vous faites entre la région du Sud et l'Italie. Voilà. Parce que nous, on a des frontières, on n'a même pas de montagne entre la France et la Belgique. On va chercher notre chocolat, notre essence, ça dépend. Quand il n'y a plus d'essence en France en ce moment, on va en Belgique. Et je pense qu'on n'a pas je pense pas qu'on ait quelque chose d'aussi élaboré de ce que je peux voir avec la métropole européenne de Lille et la région. Et je voulais témoigner par rapport à ce qu'avait dit Sandro Gozzi concernant les difficultés pour justement avoir ces accords transfrontaliers. Et il a notamment dit que il y avait un blocage au niveau des pays du Nord, les pays nordiques, compte tenu qu'ils ont un conseil nordique. Ce que je connais très bien, puisque j'ai eu la chance d'être étudiante Erasmus dans un pays du Nord, en Suède, et je connais très bien le pays. Et je voulais évoquer justement
une question qui me préoccupe depuis un moment sur le Covid. Et l'ironie du sort, c'est que, oui, il y a le Conseil nordique, mais figurez-vous que, par exemple, la région du Värmland en Suède, qui est au nord de Göteborg, donc à l'ouest de la Suède, à la frontière norvégienne, a été complètement fermée pendant le Covid. On sait un peu que les Suédois ont été assez laxistes sur le Covid. S'éloigne un peu de la culture, hein, madame. Pardon ? S'éloigne un petit peu de la culture, là, quand même. Ouais. Dans le Nord, avec le Covid. Non, mais posez votre question. Dites. Et donc, justement, ce qui est marrant de voir, c'est que deux pays comme ça qui sont... alors là, ils ne sont pas dans l'Europe, mais ils sont dans le Conseil nordique. Mais il y a des rapports qui ont été produits. Il y a eu des visites d'État entre les deux pays suite au Covid, tellement ça a fait du mal à la relation économique, sociale. Il y avait par exemple deux frères, un qui vivait en Norvège, des jumeaux, et l'autre en Suède, et ils pouvaient pas se voir. Ils se croisaient sur un pont pendant des mois. Est-ce que voulez-vous Voilà. dire que c'est à travers les crises que souvent on progresse? C'était surtout un commentaire de savoir comment ça avait été géré à droite à gauche. Et pour moi, je pense que c'est un super champ d'études de voir au niveau de toutes les frontières. Et, oui, les choses sont différentes. Avec l'Italie notamment, ce qui s'est passé, l'Italie ayant été la première touchée par le Covid, on a vu aussi ce que ça a donné. Ça a été difficile, hein. Ça a été difficile, d'autant plus que nous étions 3 États, c'est-à-dire Monaco, Italie et France. Alors, on s'est un peu adapté en fonction du... après, on s'est mieux organisé. Mais c'est sûr que non, il n'y a pas eu ce genre de problème, heureusement. Mais les travailleurs transfrontaliers ont quand même rencontré parfois des difficultés. Oui. Merci pour ce témoignage. D'autres questions, monsieur? Bernard Dufaux, Mouvement européen des Landes. Ma question part d'un constat, c'est que nous n'avons pas réussi en Europe à nous mettre d'accord pour avoir des billets de banque avec des monuments de l'Europe. On a été obligé de les inventer, à ma grande surprise, parce que c'est vrai qu'à une certaine époque, je ne voyais pas d'où ça sortait, jusqu'à ce que je me rende compte que ça avait été créé pour ne pas, parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Alors ne pensez-vous pas que la culture aussi passe par des symboles forts, et peut-être qu'on pourrait être ce soir tous d'accord pour demander à ce que les billets de banque européens prennent la marque de monument historique en Europe, on n'en manque pas. Je pense que personne ne contestera si on met le Parthénon ou le Colisée ou le château de Versailles. Et puis je laisse aux gens du Nord, puisque moi je suis du Sud, de nous donner quelques autres châteaux et autres endroits, ponts symboliques pour illustrer l'Europe. Alors finalement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre pour qu'on ait des billets de banque avec des monuments historiques européens, des vrais? Voilà, c'est ça le problème. Il aurait fallu faire cette proposition. Pardon, allez-y. Oui, pardon. C'est de trouver un monument historique européen. Parce qu'on ne peut pas donner, je ne sais pas, moi, Notre-Dame, non, c'est un mauvais exemple. Bon, mais par exemple, la Tour Eiffel, vous voyez. Par contre, c'est une demande qui pourrait être proposée au président du mouvement européen, ainsi qu'à Odile. Vous pourriez peut-être réfléchir et ensuite porter au Parlement via M. Godzi, par exemple, s'il avait été encore là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais c'est pas une mauvaise idée. C'est vrai qu'on peut se poser la question. En gros, vous voulez nous dire la culture, elle va parfois pas assez loin au niveau européen et l'Europe est trop étroite elle-même dans sa volonté d'avancer. C'est ça? On va peut-être une dernière question. Monsieur au fond. Non, pardon, ça va pas être une question. Je veux juste rebondir par rapport à l'intervention précédente. En fait, pour avoir vécu la naissance de l'euro au cœur du réacteur à l'origine, effectivement, personne à Bruxelles n'était d'accord pour déterminer. On n'a que 5 coupures, 5, 10, 20, 50, 100. Ah, il y avait 200. Pour déterminer quels seraient les symboles européens. Mais si vous regardez les pièces ont tous une face nationale. Il suffit de faire en sorte que chacun des billets nationaux ait une face nationale avec des monuments nationaux. Et comme vous pouvez le voir avec les pièces, elles traversent l'Europe avec les touristes. Et du coup, c'est le moyen de faire diffuser ces symboles européens par le tourisme de nos concitoyens, tout simplement. Allez, monsieur, juste une dernière question.
Je peux dire une chose là? Allez-y, allez-y. Sur les billets, moi je trouvais que la solution était élégante, comme ils existent. Non, mais... C'est-à-dire des ponts et des portes. On ouvre des portes, on franchit des ponts entre les pays. Et là, il suffisait de trouver des ponts et des portes qui sont nulle part, mais on reconnaît bien l'art roman, la Renaissance, etc. Ça aurait pu être un beau symbole. Vous allez porter tout ça à vos responsables de mouvements européens. Ils seront ravis de recueillir vos avis, mais qui sont vraiment intéressants. Je suis au mouvement européen depuis 20 ans, moi. Alors, donc, on ne va pas parler uniquement de la monnaie européenne et de la façon de l'illustrer par nos monuments, ou nos grands hommes, ou femmes d'ailleurs. Alors, on n'a pas entendu de dame. Juste madame, pardon, à part vous. Une dernière question, après on arrête. Madame, attendez, on n'a pas de micro. Il arrive. Bonjour à tous, je suis Nicole Charlier, présidente de la section du Var. Je m'occupe et je m'intéresse particulièrement à la formation des gens jeunes. Et je vois que dans l'académie de Nice, enfin en tout cas dans la ville de Nice, il a été fait des opérations pour initier les jeunes enfants, très jeunes, à l'Europe. Et il semble, et j'en suis sûre, que cette expérience a très bien réussi. Ça s'est passé l'an dernier. J'ai eu contact avec Luigi et les autres. Et je voudrais faire la même chose sur Toulon. Et comment ça se fait que deux villes... Alors, Toulon, il y a très peu de choses faites, au point de vue de l'Europe. Encore que... C'est pourtant la même académie, Nice-Toulon. Oui, c'est la même académie et c'est en train de changer un peu quand même. Voilà. Alors, est-ce que ces expériences qui ont été positives à Nice ne peuvent pas être portées à la connaissance des gens de Toulon, des mairies de Toulon? C'est la même région. Alors, pourquoi vous ne faites pas l'exposé? Vous voulez dire qu'avant de passer les frontières, commençons déjà chez nous à faire passer les bonnes idées, c'est ça? Voilà, exactement. Alors, tout simplement... Moi, je suis tout à fait d'accord pour faire passer les frontières. Alors, j'aime beaucoup l'Italie et j'apprécie tout simplement. D'abord, nous avons les jeunes de Centre Europe Direct qui, depuis un an, vont dans les écoles et qui expliquent ce que c'est que l'Europe. Ils apportent des petits drapeaux. Ils apportent des petits objets qui symbolisent l'Europe. Donc, vous pouvez peut-être vous rapprocher aux jeunes qui sont là-bas au fond. Et puis, nous avons donc, au niveau des services éducation, nous essayons de développer des petits livrets que nous donnons aux enfants du primaire et même des fois maternelle, sur notre histoire, sur notre patrimoine. Par exemple, il y a eu un petit livret sur Garibaldi, par exemple. Alors Garibaldi, il est à la fois niçois, mais il est aussi il est parti sur l'Italie, il a fait l'indépendance, il a fait les bases de l'indépendance italienne. Donc, ce sont des exemples comme ça qu'il faut développer au niveau des enfants, mais là il faut le demander au service éducation de la mairie. De votre mairie. Monsieur, pardon, on vous a pas répondu sur la question, la culture. Vaste programme. La culture, c'est à la fois le passé, c'est à la fois le présent et c'est à la fois l'avenir. Et ce qui est important dans le passé, c'est de savoir qu'en fin de compte, il y avait des frontières, mais il n'y avait pas de frontières non plus. Parce que les êtres humains, enfin les chefs, les rois, les empereurs créaient des frontières, mais en réalité, les gens y passaient d'une région à l'autre, d'un village à l'autre, et ils apportaient avec eux leur tradition, ils apportaient leur langue, même des fois, ou leur façon de vivre, ce qui fait que si vous regardez bien la vieille ville de Nice, on retrouve quand même des immeubles qui ressemblent beaucoup au style de Gênes ou de Turin. Absolument. Voyez, et ça ne date pas de maintenant. Donc je crois que la culture, c'est un tout, passé, présent, avenir.
Merci beaucoup déjà, Madame Navalési. Merci, Monsieur Alessandri.